Radio JR. Les jeunes prennent le micro. Bienvenue sur Radio JR à l'occasion du festival JR qui se déroule ce samedi au théâtre du Crocheton de Montaix, et on accueille sans plus tarder des étudiants de l'ECCG de Martigny en option théâtre qui ont eu la chance de voir des spectacles hier, qui ont travaillé sur la critique de spectacles et qui vont venir nous chroniquer quelques représentations de théâtre, de danse, de musique, leur vision de la scène, tout ce qui les a touchés et ce qui les interroge. Ils arrivent, ils sont là. L'émotion monte, les projecteurs s'allument, place au théâtre JR. Et autour de cette table, Félix, Baptiste et Liam, bonjour. 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 Donc vous allez nous parler de théâtre puisque vous avez eu la chance de voir hier en représentation La Fourberie des Scapins et puis fin de partie de Beckett. Tout à fait. Ok, donc on va commencer par La Fourberie des Scapins. Peut-être c'est qui Félix qui commence. Exact. Alors du coup, je vais vous raconter une petite histoire, La Fourberie des Scapins. Cette histoire a été écrite par Molière et elle se déroule au XVIIe siècle dans un port maritime. Et il y a Octave et Léandre qui sont amoureux de deux jeunes filles et ils sont aussi fils de familles riches. Et d'ailleurs, Octave se marie avec une de ses filles en secret. Et leur père qui était en voyage reviennent, mais ils doivent garder leur amour secret. Du coup, ils font appel aux scapins et pas à un scapin, parce que un scapin c'est bien, mais deux scapins c'est mieux. Donc ils vont faire appel aux scapins pour qu'ils puissent fourber les parents, leur mentir pour que leur amour reste secret. Et ensuite, les scapins ils vont en profiter aussi pour voler de l'argent à ses pères. Voilà, une sacrée histoire un peu en berlificoté comme ça, où il faut bien suivre puisqu'il y a les parents qui se font tromper, les enfants et les scapins qui surtout sont les maîtres du jeu dans tout ça. Complètement. Alors, parlons un peu de l'aspect technique de ce spectacle. Donc, c'est une mise en scène de Mélissande Navarre. Il y avait aussi passablement de comédiens. Oui, il y avait par exemple Zoé Moret et Barbara Pinto Texeira qui faisaient les scapins, Alessio Vanisbeck qui faisait Géronte, donc l'un des pères, ainsi que Mathilde Billard qui faisait Argante, l'autre père. Et sinon, il y avait tout l'atelier théâtre du Crocheton qui participait en tant qu'autre rôle. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire aussi sur cette pièce, c'est que elle avait un grand décor. Assez spectaculaire. Qui aimerait en parler? Je pense qu'on peut laisser Baptiste. Alors très bien, je vais en parler. Alors quant au décor, on a pu remarquer qu'il y avait des toiles blanches de parachute qui formaient pour moi une sorte de toile d'araignée. Et en fait, ces toiles blanches ont été utilisées par une des comédiennes pour jouer une scène, par exemple. Et le décor était vraiment très simple. Il était minimaliste, je dirais, mais pas trop non plus parce que des toiles de parachute c'est quand même grand et on voyait ça en fait. Enfin oui, bien sûr on le voyait, mais on le voyait vraiment bien. Puis, il y avait aussi la fumée et tout ça, ça faisait quand même un effet assez fou. Ouais, et il y avait deux accessoires dont un bâton et une corbeille en osier qui ont aussi été utilisés à différents moments de la pièce. Voilà, ça c'était pour le décor et les accessoires. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des scapins, ce qui n'est pas dans la pièce originale. Ça a amené quelque chose de particulier. Qui voudrait s'exprimer là-dessus? Un scapin c'est bien, deux scapins c'est mieux. Oui, effectivement, un scapin c'est bien et deux scapins c'est mieux, surtout quand c'est Zoé et Barbara qu'on adore. Ce qui était bien dans le fait qu'il y avait deux interprétations, c'est qu'on voyait que c'était les mêmes personnages, on voyait qu'elles jouaient le même rôle, qu'elles étaient finalement la même personne, mais ce qui leur était destiné, les fourberies qu'elles faisaient, n'étaient pas forcément les mêmes, elles n'étaient pas tout le temps en même temps sur scène, et c'était bien de pouvoir voir une des deux personnes jouer de sa manière à elle, Scapin, et puis l'autre de sa manière, tout en restant dans le même rôle et tout en faisant exactement la même chose et en gardant ce qui est initial dans la pièce.
Exactement, et on avait vraiment l'impression d'avoir quand même 2 personnages à la fin, parce qu'elles étaient bien spécifiques dans leur jeu. Il y avait aussi sur scène des comédiens qui racontaient, qui prenaient un peu le public par la main pour leur dire « Stop, on vous explique ce qui est en train de se passer ». Vous pouvez en dire un petit mot ? Oui, alors tout à fait. Il y avait, nous on a appelé ça des coupures par les Dockers, si je dis pas de bêtises, qui étaient donc joués par Jean, Gentrit et Maya, qu'on salue bien. Et du coup, en fait, ces coupures ont été mises en place, mises en place par eux, afin de, surtout, j'avais l'impression qu'on puisse comprendre les scènes qu'on venait de voir, et ils expliquaient des scènes qu'ils avaient pas décidé de jouer, ou alors qu'ils jouaient entre eux pour qu'on puisse comprendre quand même l'histoire complète, comme ils ne pouvaient que jouer pendant 1 heure et n'ont pas eu la possibilité de faire toute la scène. Et puis c'est du Molière, c'est quand même un langage particulier. Est-ce que vous êtes entré facilement dans la pièce, ou il faut quand même quelques minutes pour se mettre dedans ? Moi, j'ai trouvé que c'était pas bizarre, si on veut, que le langage reste un peu classique, parce que même s'il y avait cet aspect, par exemple, qui était classique, il y avait d'autres aspects qui étaient bien plus contemporains et actuels. Et du coup, la balance entre les deux faisait que c'était pas dérangeant. Pas dérangeant, ok. Tu veux rajouter quelque chose ? Oh non, ça va bien, merci. Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, c'est magnifique. Bon, votre avis maintenant ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce de théâtre ? Alors nous, ce qu'on en a pensé, c'était horrible. Vu comme on en parle, ça se voit que c'était horrible. Non, pas affreux, du tout. Hein. Pas du tout. C'était super bien, c'était génial. En tout cas, de ce qu'on en a discuté, c'était vraiment une pièce qui a été bien montée, les décors qui ont été vraiment bien exécutés, les jeux de lumière, tout était bien pensé. Et puis, en tout cas, moi personnellement, je trouve ça hyper cool de voir la fourberie des Scapins. Du coup, cette pièce qui est assez connue dans le monde du théâtre et interprétée par des jeunes, c'est vraiment cool de pouvoir les voir. Surtout aussi des jeunes qui sont plus jeunes que nous, de pouvoir les voir interpréter des rôles que soit on connaît parce qu'on avait déjà vu la pièce ou entendu parler de la pièce, soit on découvre et puis on le découvre sous cet angle plus jeune, et on découvre aussi la pièce sous cet angle justement plus actuel avec ces décors contemporains, ces coupures qui ont été faites par Gentrit, Maya et Jean. Donc c'était hyper intéressant de voir, comme il a dit avant Félix, l'harmonie d'une mise en scène contemporaine dans un théâtre qui est classique. Il y avait les costumes qui étaient restés assez classiques aussi. Le langage utilisé était aussi classique, mais il y avait justement cet intermédiaire qu'ils ont bien réussi à trouver et qui était hyper intéressant à regarder. Et on ne lâchait jamais notre attention, on restait toujours dedans parce qu'il y avait justement ces coupures qui pouvaient nous expliquer au cas où on ne comprenait pas forcément. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, il a tout dit. Je pense qu'il a tout dit. En gros, pour résumer, vous avez beaucoup aimé cette pièce. Si je vous trahis pas si je dis ça. Non. Ça vous a donné envie de retourner dans les textes de Molière ? Peut-être pas. Mais en tout cas, la pièce était vraiment géniale et je pense que c'est important d'aller la voir. Surtout déjà parce qu'elle est jouée ici tout à l'heure à 17h30, c'est ça ? 17h30, voilà. Et que je pense que c'est important de voir du Molière parce que c'est quand même un auteur vraiment génial dans ce qu'il fait. Enfin, même s'il est plus là, mais... Enfin, voilà, les pièces de Molière sont vraiment des pièces incroyables avec plein de thématiques qui peuvent quand même rester actuelles, moi, je trouve. Et du coup, allez les voir, vraiment. Radio JR. Les jeunes prennent le micro. Autour de cette table, Félix et Liam de l'ECCG Martinique. Et puis la directrice de ce festival JR, Mélissande Navarre, qui a des questions à poser. Elle m'a pas briefé, donc je la laisse faire. Est-ce que oui, j'ai du son. Alors, je suis trop contente de participer à cette radio JR et j'ai écouté l'émission. Et puis j'avais des questions, plutôt des réactions à vos chroniques ou à la discussion sur le spectacle La Fourberie des Scapins, parce que vous disiez que on était en costume d'époque. Donc je voulais vous entendre là-dessus, ça m'intéresse. Alors, c'est pas. On n'a pas dit en costume d'époque dans le sens ils viennent de cette époque, mais il y avait quand même, on a eu l'impression qu'il y avait
une intention pour certains personnages de ressembler en quelque sorte à ce que pouvait ressembler l'époque, mais il y avait aussi des éléments qui, par exemple, des chaussures Adidas customisées pour ressembler à des chaussures d'époque, à nouveau entre guillemets. Et du coup, oui, c'était plus une imitation de l'époque, plus que vraiment des costumes d'époque. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant que vous disiez que c'était en costume d'époque, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que ça donne cet effet, peut-être, de costume d'époque. Oui, tout à fait. C'est ça, les chemises qui se font un peu penser à Harlequin, alors que c'est des chemises du commerce, quoi, hein, qui sont pas du tout, qu'on porte aujourd'hui, quoi. Et puis après, on a fait des mélanges et des choses comme ça. Donc voilà, c'était intéressant, en tout cas pour moi, d'avoir comme retour que ça faisait costume d'époque, finalement. Ça, c'était la première réaction. Et puis la deuxième, c'est, je crois, Félix qui disait que Molière, ça nous parle aussi d'aujourd'hui. C'est ce que tu as dit, je crois. Non, il me semble que c'est Baptiste. C'est Baptiste, il est encore là, Baptiste. Montre-toi, Baptiste, viens. Oui, je suis là. Parce que tu disais ça, hein, que Molière, ça nous parlait. Alors, à toi, qu'est-ce que ça te parle ? Enfin, ça parle encore d'aujourd'hui ou en fait, moi, c'était plus. Je pensais à ça, par exemple, aux thématiques que certains spectacles peuvent aborder. Après, dans la fourberie des Scapins, waouh, il m'a fallu du temps. C'était par exemple l'effet du mariage et d'avoir l'accord de son père ou comme ça. Enfin, même si aujourd'hui, par exemple, nos parents ne nous donnent pas son accord, on peut quand même se marier, mais je trouve que ça a quand même un lien avec des thématiques d'aujourd'hui comme j'ai pas de mots, j'ai pas les mots qui me viennent, mais Vous êtes content de pouvoir vous marier sans demander l'avis de vos parents aujourd'hui ? non, mais plutôt dans le non, mais j'ai pas compris. Il y a aussi Gentrit à un moment donné qui est dans le rôle de Dockers qui fait ce lien en disant Gentrit, il est là justement, donc il va pouvoir nous dire, mais quand il fait croire, hein, c'est quoi Gentrit ? Tu dis c'est quoi t'as l'intervention, tu sais, où tu parles de ton père biologique, mais si ça pourrait arriver de, voilà, c'est ça, c'est Maya qui dit voici mon père que j'ai trouvé. Et elle dit, mais genre la meuf, on dirait qu'elle a trouvé son père dans une pochette surprise. Et puis Gentrit, il réagit en disant, mais ça pourrait arriver aujourd'hui aussi, ça. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Je faisais le parallèle avec aujourd'hui où il y a, par exemple, avec les enfants de parents divorcés, où il peut y avoir des choses comme ça, où je sais plus de quoi on parlait. Oui, c'est ça. Il retrouve son père Billy Diabilis. Ouais, voilà, c'est ça. Son père biologique. Les enfants de parents divorcés qui après vont retrouver d'autres parents, des beaux-parents, etc. Et que ça pouvait arriver ce genre de choses. Mais aujourd'hui, du coup, c'était pour un peu faire le parallèle entre avant et maintenant, quoi. C'est ça. C'est un roman de Fabrice Melchior, effectivement. Très bon livre que je n'ai malheureusement pas lu. Mais... qu'il est disponible. Voilà. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, hein, de ce lien avec Molière, qu'on a fait avec la pièce de Molière. Hein. Mais ça, je vous laisse juge. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Merci Félix et Liam.
va rester dans le théâtre avec une deuxième pièce que vous allez nous commenter, c'est-à-dire on change totalement de genre, la fin de partie de Beckett. Donc un petit jingle et on vous retrouve. L'émotion monte, les projecteurs s'allument, place au théâtre JR. Voilà, fin de partie, donc on l'a dit, c'est quelque chose de totalement différent, un théâtre beaucoup plus récent que Molière. Et vous étiez, Baptiste, Liam et Félix, aussi dans la salle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce, ça parle de quoi, fin de partie ? Et ça, c'est une question difficile. Alors, je dirais que si nous, parce que Waouh. Personnellement, je connaissais pas du tout la pièce originelle. En fait, la pièce a été montée par deux étudiantes et même si elles ont supprimé une bonne partie de la pièce, elles ont quand même, je trouve, gardé les enjeux principaux qui étaient donc la relation toxique entre Clove et Am, si je dis pas, c'est Am, voilà, qui du coup sont deux personnages qui doivent rester ensemble et qui se complètent, on peut dire, mais qui du coup ont une relation assez toxique entre eux. Et donc durant ces 40 minutes de spectacle, on a pu vraiment voir que ces deux personnages avaient chacun leur monde, mais que ils avaient leur monde, mais ils devaient quand même avoir un monde en commun pour pouvoir vivre en harmonie, je dirais. Voilà, donc tu as déjà mis au jour quelques thématiques de la pièce. Liam, tu voudrais rajouter quelque chose ? Peut-être oui, le fait que du coup Beckett c'est le théâtre de l'absurde, ce qui fait que tout ce qui se passe sur scène, tout ce qui est joué laisse à des questions, laisse à des incompréhensions, laisse à notre propre réflexion, et c'est à chaque fois ça peut être joué de manière différente comme littéralement tous les spectacles, mais ce qui a été vraiment cool là particulièrement, c'était justement le fait que les deux étudiantes qui ont monté ce spectacle ont réussi à garder cette base du théâtre de l'absurde et à l'exploiter de la meilleure manière possible, on va dire, pour qu'on puisse comprendre. En tout cas, selon moi, il y a plusieurs pièces que j'ai vues que j'avais pas du tout compris. Et là, honnêtement, je ressortais avec pas mal de questionnements, mais c'était des bons questionnements parce que je me disais pourquoi est-ce que elles ont fait ça. Ah, mais après discussion, on arrivait à comprendre. Et c'était très intéressant de voir justement Am, le personnage qui est malvoyant du coup, qui est sur son fauteuil tout au long de l'histoire, qui a l'air plutôt terre à terre. Et puis qui, même s'il est un peu dans son monde et qui se pose plein de questions par rapport à la vie, par rapport au temps qui avance, par rapport à des questions qui lui est pas propres à lui qui doit tout le temps rester sur son fauteuil. J'ai oublié comment j'ai commencé le début de ma phrase. Tout ça pour dire que l'autre personnage avait l'air beaucoup plus dans sa tête, beaucoup plus dans la lune, beaucoup plus imaginaire, beaucoup plus à réfléchir à plein de choses. Il avait l'air perdu un peu tout le temps. Mais justement, il complétait le premier personnage parce que lui avait les yeux et avait les jambes. Et le personnage, donc Am, n'avait ni les yeux ni les jambes, mais lui, il avait plus la pensée. Du coup, à eux deux, ils formaient une personne. Et une personne qui, du coup, serait en mauvaise relation avec lui-même parce que ça se voyait clairement qu'ils n'arrivaient pas à vivre les deux ensemble. Et justement, peut-être Félix, quand on voit ce type de pièce, quel est le ressenti qu'on a ? Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée de compréhension au départ qui est un peu difficile parce que c'est un univers très particulier. Beckett, on a dit le théâtre de l'absurde, déjà, ça veut tout dire. C'est que, on reste avec plein de questions plus que de réponses. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu t'es dit, très franchement, t'arrives, le rideau s'ouvre et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Personnellement, j'avais jamais vu de théâtre absurde jusqu'à hier. Et ça m'a pas déstabilisé, mais effectivement, il y a quand même pas mal de questions qu'on se pose tout au long de la pièce. Mais moi, j'en suis ressorti avec un ressenti de... comme si j'avais vu un poème mis en théâtre, un peu. Enfin, c'était très poétique comme pièce, même si tout est un peu étrange et on comprend pas nécessairement tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est ça un peu la magie justement du théâtre absurde. Il y a toute une réflexion qui se fait derrière et on peut tous interpréter de notre propre manière. Alors tu parles de poésie, j'imagine que c'était dû aussi aux choix qui ont été faits
pour la mise en scène et les comédiennes qui ont non seulement interprété les rôles, mais qui ont aussi mis en scène leur texte. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Eh bien, au niveau de la mise en scène, en tout cas, c'était assez minimaliste dans le sens où il y avait que les objets nécessaires qui étaient là. Donc, par exemple, le fauteuil évidemment du personnage de Ham. Aussi, Clove avait son endroit à lui qui était une cuisine. Et donc, dans cette cuisine, il y avait seulement un mur, une table et un meuble. Donc, vraiment le strict nécessaire. Pour ça, ça a apporté encore plus ce côté absurde en quelque sorte, dans le sens où vu qu'il n'y avait pas tout qui était illustré, on pouvait s'imaginer beaucoup de choses et interpréter beaucoup de choses de manière différente. Donc, on n'a pas dit les noms des personnes qui ont joué cette pièce. Donc, Maïté Fidalgo et Fanny Magnin, qui étaient donc les deux personnages principaux, Ham et Clove. Comment vous avez trouvé leur manière de dire ce texte ? Moi, j'ai trouvé la manière de dire le texte hyper intéressante parce que tout était fluide, tout avançait, il n'y avait pas forcément de moments où il y avait une parlait beaucoup plus fort que l'autre ou se mettait beaucoup plus en avant que l'autre. Elles avaient toujours la même position tout au long, mais le texte qu'elles interprétaient était nuancé à travers des répétitions. À certains moments, elles répétaient des fois ce qu'elles devaient dire, toujours la même chose. Donc il y a cette question de pourquoi est-ce qu'elle répète ça, pourquoi est-ce qu'elle appuie là-dessus, etc. Par exemple, elle a demandé plusieurs fois, Ham a demandé plusieurs fois à Clove où est mon calmant, ou bien quelle heure est-il. Et donc ça laisse justement des questions parce que tout du long, on dirait qu'elle parle pour avoir des questions qui vont d'une question à une autre comme ça, sans vraiment de transition. Et en fait, elle se répète quand même, elle se répète. Et ce qui a été aussi très intéressant, c'était les silences qu'elle laissait à des moments où juste Ham, du coup, qui est aveugle, regardait dans le vide et juste il y avait le silence. Et on avait le temps de s'imaginer tout et rien, justement. On pouvait peut-être se poser plein de questions. Pourquoi est-ce qu'elle vient de faire ça ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas ? Ou bien juste le silence il y a du silence et c'est tout. Donc c'était hyper intéressant de pouvoir voir ce point de vue-là. En tout cas, nous, c'était un point qu'on avait relevé, le fait que les silences étaient vraiment cool et vraiment bien interprétés, en tout cas. Et tout le sens du texte et toute la manière dont elles ont décidé de s'exprimer était trop intéressant à voir parce que elles ont pas essayé de faire des déplacements particuliers pour nous faire comprendre quelque chose de particulier. Tout était vraiment simple. Elles le faisaient pour le faire et tout était dans la pensée, tout était dans la réflexion. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Tu as parlé de ce temps des silences, hein, et c'est une des grandes thématiques aussi de cette pièce, ce temps qui est un peu qui s'étire, on ne sait pas trop comment, on ne sait plus trop quel jour on est, on ne sait plus, tout se répète. Le silence, Baptiste, quand on veut devenir comédien, c'est terrible, non ? C'est terrible, mais c'est hyper important, je pense, de trouver une certaine longueur au silence parce que il y a des silences où en fait on sait pas si c'est un silence parce que on n'a pas notre texte ou si c'est un silence parce que c'est quelque chose de dur qui vient de se passer et du coup on est en silence pour comprendre, ou alors si c'est un silence pour que le public comprenne quelque chose. Et moi, durant toute la pièce, quand il y avait des silences, en fait ça me permettait de comprendre ce qui venait de se passer et du coup ça me permettait de pouvoir me remettre à jour, on va dire, sur la pièce et de mieux comprendre ce que je voyais parce que des fois quand elles allaient très vite, je devais d'abord comprendre ce qui venait de se passer pour ensuite comprendre ce qui se passait et du coup j'étais un peu toujours en retard, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on va rester peut-être sur ces paroles. Juste dire que ce spectacle se joue encore aujourd'hui à 15h30, c'est juste ? Oui, on confirme. Donc n'hésitez pas à aller voir fin de partie cet après-midi au Crocheton. On va faire une petite pause jingle. Radio JR. Les jeunes prennent le micro. Fanny Magnin et Maïté Fidalgo sont là, alias Clove et Ham, les deux personnages principaux de cette fin de partie de Beckett. Je ne sais pas si vous avez entendu les critiques qui ont été faites tout à l'heure par les étudiants de l'ECCG Martigny. Alors, on était en pleine session de maquillage, comme je pense, ça se voit. Ça se voit, en effet. Malheureusement, on n'a pas pu entendre, non. Voilà. Donc, il y avait ils ont un peu analysé ce qu'ils ont vu. Ils ont dit aussi ils ont parlé des silences, de la lenteur, des répétitions, des rituels. Et moi, déjà, j'aimerais vous poser la question,
pourquoi avoir choisi Beckett ? Je pense que je vais répondre à la question parce que ça venait de mon choix. Il y a plusieurs paramètres qui sont rentrés en compte lorsqu'il s'agissait de choisir la pièce. Tout d'abord, comme on l'a mentionné lors de notre spectacle, c'est quelque chose qu'on a monté presque entièrement seul, donc on a la liberté de choisir sur quel texte on va travailler. Donc j'ai tenu à partir sur mes intérêts personnels. Moi, je suis très fan du théâtre de l'absurde, dont Beckett. Donc ça me tenait un petit peu à cœur de partir. De base, c'était plutôt Ionesco, mais j'ai choisi au final Beckett. Et puis, fin de partie, c'est un texte qui déjà se prêtait assez bien à jouer à deux, même si de base il y a 4 personnages, mais c'était assez simple de couper un petit peu des parties, faire des collages pour que l'histoire se tienne uniquement sur ces 2 personnages-ci. Et on retrouve en fait beaucoup de clownesque dans cette pièce, qui, moi, est une partie du théâtre que j'aime beaucoup. Même si c'est assez dur de jouer de jouer un personnage qui reste assis, un peu statique. Donc le clownesque qui est très dans la parole et aussi très dans le personnage de Clove, mais c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et puis aussi simplement Fanny et moi, donc qui jouons cette pièce, on est très amis dans la vie de tous les jours, quoi, en dehors de ça. Et puis on s'est un peu retrouvés en fait dans le texte. Parfois on part sur des conversations un peu sans queue ni tête, comme on peut retrouver dans la pièce, et donc on trouvait que ça collait assez bien à notre relation. Donc merci Maïté. Fanny, un choix originel on dira, de Maïté. T'as tout de suite sauté dans le train ? Oui, ça n'a pas été très difficile à me convaincre. Comme elle dit, ça fait presque 5 ans que... c'était plus facile à l'école. On était vraiment tous les jours ensemble. On a découvert... elle m'a emmenée au théâtre, elle m'a tirée ici. On a arrêté le théâtre avec la troupe JR ensemble. Donc ça n'a pas été très difficile pour elle de me dire ouais, maintenant qu'on n'a rien à faire, viens avec moi. Donc oui, je pense que je t'ai suivi assez vite. C'était vraiment, je cite, de toute façon, tu sais que je te suivrai toujours dans tes conneries. Oui, c'est vrai, j'ai dû dire ça. Ah bah voilà pour la transition. Donc, fin de partie de Beckett. Vous vous êtes dit à un moment, mais qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère ou pas ? Je pense que oui, franchement... Tous les jours, jusqu'à aujourd'hui encore. Non, franchement, mais encore aujourd'hui, on se dit, mais viens, on arrête en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Non, parce que c'est vrai que c'est pas facile le théâtre de l'absurde. C'est une atmosphère, c'est une lenteur, et du coup, comment vous vous êtes pris en tant que 2 jeunes comédiennes pour vous discipliner et vous mettre en mouvement là-dedans ? Moi ça a été facile parce que elle a tout managé. Elle m'a dit si tu apprends pas ton texte, je te tue. Si tu fais pas ça à telle date, je te tue. J'ai eu beaucoup de menaces sur le dos, donc je me suis mis au travail. Après, non, elle avait plus de discipline que moi, donc pour moi ça a été facile de suivre. Après, elle, comment elle s'est disciplinée, ça. En vrai, c'était pas si facile que ça. C'était même assez dur. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes agendas. En semaine, on vit pas du tout au même endroit. Donc c'était assez dur de se retrouver pour travailler ça. Et puis, ça c'est des petits secrets, des coulisses qu'il faut peut-être pas révéler, mais hier, c'était une des premières fois qu'on le jouait en entier. En fait. Franchement, c'était quand même un texte assez dur à apprendre, je trouve. Les répliques indépendamment, pas tant, mais c'est vraiment l'enchaînement en fait de dialogues qui parfois peut se révéler être assez dur. Même encore maintenant sur scène, on a un peu des... Fanny me l'a dit, moi je m'en rends même plus compte, mais des fois je pars un peu dans tous les sens. C'est pas forcément les bonnes lignes, c'est pas forcément la même réponse. Que ce soit les sujets qui passent un peu du coq à l'âne, ou bien les répétitions. Au bout d'un moment, on se perd un petit peu, on sait plus où on en est. Donc parfois c'est un peu dur, mais comme je l'ai dit avant, on fait une bonne équipe, donc ça va. Un magnifique duo, on le sent. Ça va vous mener où parce qu'en fait vous étiez élève de Mélissande pas élève, non. Vous étiez disciple. En fait, vous étiez esclave de Mélissande dans la première. Je m'insurge, c'est faux. Dans la troupe JR. Là, pour des raisons d'études et tout ça, vous avez dû quitter la troupe. Vous vous êtes quand même remise en duo. Et puis cette fin de partie, est-ce que c'est vraiment une fin ou bien ça va vous mener vers autre chose ? On espère que ça nous mènera ailleurs. Après, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, on n'a pas de deadline, on n'a pas d'objectif à rendre, on est dépendant de personne. Si, à partir de janvier, où on s'est vraiment inscrit sur le programme, on a dit on sera là.
Jusque-là, on était vraiment, on verra bien si on a un texte, on se propose, et sinon, on fait rien. Donc, je pense que ça sera pareil pour les années à venir ou pour même aller jouer ailleurs. Ça sera un peu au feeling. Parce que vous envisagez donc de continuer le théâtre en parallèle de vos études. Je ne sais pas ce que vous faites exactement dans la vie, mais... Personnellement, je suis étudiante à l'université en lettres et moi, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup hésité à carrément me diriger vers ça professionnellement, mais je pense que je suis un peu trop terre à terre pour avoir des rêves de comédienne. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup poursuivre en tant que hobby. Après, à voir comment on arrive à s'organiser, plus on s'enfonce dans les études, parce que mine de rien, apprendre un texte, le monter, etc., c'est quand même une responsabilité, surtout quand on est engagé dans un festival comme celui-ci. On ne peut pas arriver les mains vides, même si on trouve toujours quelque chose à faire, que ce soit, je sais pas, on y a même réfléchi quand on commençait à rencontrer un peu des difficultés dans tout ce qui est montage du spectacle. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas juste une lecture, est-ce qu'on ne ferait pas juste des impros? Donc l'avantage du théâtre, c'est que c'est une discipline qui est quand même très large. Donc je pense qu'on trouvera toujours quelque chose à y faire, mais tant que je peux, j'espère continuer là-dedans personnellement. Pour ma part, c'est assez difficile parce que là, ça a été facile de faire ce projet avec elle parce qu'elle me connaît, elle sait comment je fonctionne. Mais pour moi, de fonctionner en groupe, c'est assez difficile. J'ai du mal à tenir en place. Je me suis souvent fait reprendre. C'est pas, je pense, en tout cas pour les gens qui gèrent le groupe à côté, c'est peut-être pas évident. Donc, je suis pas dans l'optique de chercher un groupe pour aller faire du théâtre. Mais par contre, si on vient me chercher, je le fais avec grand plaisir puisque j'adore ça. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à m'immiscer quelque part et à imposer ma présence quelque part parce que je sais qu'elle est très débordante et un peu explosive, donc voilà. On va profiter de vous êtes là pour faire un petit point aussi sur ce festival JR. Donc c'est la 5e édition. Vous avez le recul d'en avoir vécu plusieurs. Vous êtes toujours là, mais aussi un peu indépendante. Quel regard vous portez sur la place de ce festival et surtout sur l'impact que ça peut avoir quand on se construit en tant qu'adolescent? Moi, je trouve que c'est quelque chose de super important et que, en tout cas, au début, ça transmettait de belles valeurs. Il y avait beaucoup d'engouement et franchement, c'est parti d'un truc. Alors, il y a un truc un petit peu sectaire dans le sens où quand on arrive, c'est un peu difficile de sortir. La preuve, on est encore là. Il y a un peu ce truc de une fois que tu y es, tu y restes. Mais je pense qu'en tant que jeune, c'est super d'avoir accès à des choses comme ça. Et on disait avant dans les loges, on rigolait que quand on vient ici, en fait, on est nourri, logé, blanchi et c'est une super ambiance. Et c'est vraiment 4 jours où le Croche-Temps devient un peu notre maison et on découvre plein de choses si on est intéressé par différents arts et qu'on ne sait pas trop où se situer. Il y a vraiment plein de choses et je pense que pour des jeunes, c'est hyper important. Et ouais, on souhaite que ça perdure dans le temps. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très vivant où le Croche-Temps, il devient un peu, et ses alentours devient un peu une grande maison où on est tous là entre jeunes. Et personnellement, j'ai vécu ces 5 éditions du festival Jeunes Rencontres des Arts de la Seine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué, c'est que on a un peu grandi avec et peu importe notre âge, il y a toujours un peu cette... on s'entend un peu tous entre jeunes, on se découvre et puis ça nous offre tout simplement l'occasion de montrer ce qu'on a fait et de regarder ce que les autres ont fait. C'est une scène, une plateforme entre guillemets, j'ai envie de dire, qu'on ne peut pas avoir n'importe où. La preuve, on est encore là aujourd'hui en tant qu'indépendante, c'est que ça nous offre des beaux horizons, je trouve, que ce soit un public, que ce soit des critiques comme on a tout simplement maintenant. Et se retrouver entre jeunes, parler avec des personnes avec qui on n'aurait pas forcément parlé, faire des activités qu'on n'aurait pas forcément osé, avec, je sais pas, par exemple, l'atelier danse qui aura plus tard dans la journée, ça nous offre des belles perspectives, je trouve. Donc c'est des aspects très importants du festival. Donc une empreinte, on pourrait dire ça, qui reste une sorte de tampon comme ça pour la vie. Oui, ça, je pense, oui. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé de ce spectacle. Et puis, on rappelle que vous jouez à 15h30 sur la scène du Croche-Temps. Au foyer. Au foyer. 15h30. 15h40. Avec le retard. Au foyer du Théâtre du Croche-Temps. Merci beaucoup, Maïté. Merci Fanny. Merci. Ça bouge, ça vibre. C'est l'instant danse.
De retour sur les ondes de Radio JR pour parler, comme on l'a annoncé, de danse. On accueille 2 nouveaux étudiants de l'ECCG de Martigny, à savoir Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Nolan. Bonjour. Et les deux vont nous parler de danse contemporaine avec Lost in Connection et Vice Versa, qui ont déjà été joués hier, qui se joueront encore ce soir à 19h. Et puis, on a la grande chance aujourd'hui aussi d'avoir avec nous autour de cette table Raphaël Giovanola, qui a dirigé le spectacle Vice Versa et qui va pouvoir justement nous amener aussi son regard de professionnel sur ces spectacles. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça bouge, ça vibre. C'est l'instant danse. Voilà, on commence peut-être avec la première pièce, Lost in Connection. Sabrina, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Lost in Connection, c'est une danse inventée par Brenda Cru Eduardo et encadrée par Branka Scheidegger. J'espère que j'ai pas dit les noms faux. Lost in Connection se constitue en 2 solos qui représentent, pour résumer, notre vie, en fait, ce qu'on a perdu dans la vie à cause des téléphones, des médias, etc. Au départ, on peut la voir en train de danser, en train de rire, en train de vraiment profiter d'un instant. Et dans la deuxième partie, on peut vraiment la voir collée à son téléphone, comme si elle essayait de s'échapper au téléphone, mais qu'elle n'arrive pas. Et en fait, elle est sous cette emprise du téléphone, et je pense qu'il y a un message qui essaye de dénoncer ça à l'arrière. Ça t'a marqué, quoi? Ça t'a touché, ça t'a interpellé qu'on parle de ça ainsi? Moi qui passe beaucoup de temps sur mon téléphone, oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'aime beaucoup la danse. Du coup, c'est vrai que voir un sujet actuel qui me concerne aussi sous forme de danse, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, ça m'a aussi permis de me remettre en question là-dessus. Peut-être que, justement, comme je suis trop sur mon téléphone, peut-être que j'aurais pu voir plein de spectacles de ce style, mais que j'ai loupé des occasions, etc., des trucs comme ça. Voilà, aller au théâtre plutôt que scroller. Ça, c'est un joli message qu'on peut donner à la jeunesse. Merci Sabrina. On va tout de suite prendre l'aspect de l'autre pièce, Vice Versa, avec Nolan. Alors, Vice Versa, c'est une pièce qui a été une pièce chorégraphiée par Raphaël Giovanola, où, d'un point de vue plutôt descriptif, il y avait beaucoup de jeunes enfants qui venaient déposer chacun leur tour un habit au centre de la scène. Donc d'abord ils défilaient avant de le déposer. Et ce qui m'a un peu surpris dès le début, c'est que parfois les vêtements étaient mis complètement n'importe comment. Par exemple, je me souviens qu'il y avait eu un petit qui avait mis une cravate sur la tête, ou alors portait des pantalons aussi sur les épaules, enfin plein de choses comme ça. Et ensuite faire des chorégraphies du coup plutôt contemporaines autour de ces habits, avant de rejouer avec, de les redéplacer un peu partout. Ensuite, il y a 2 autres intervenants qui sont venus leur donner d'autres habits, encore plus d'habits. Puis les danseurs ont commencé à encore plus jouer avec. Enfin, c'était vraiment, je sais pas comment dire, c'était vraiment centré sur la production des habits et sur le fait qu'il y en avait toujours plus. Toujours plus. Donc on voit que dans ces deux morceaux, en fait, on a des questions qui sont assez socialement vives, comme on le dit, celles des médias qui sont partout, dans notre poche, dans notre sac à dos, dans notre tête, et puis celle de la surproduction et du gaspillage. Il y a les vêtements, mais j'imagine qu'on peut imaginer encore plein de choses derrière. Donc, c'est des pièces qui interpellent finalement. Est-ce que pour vous, la vocation de la danse, elle est bien trouvée dans cette idée de dénoncer? Pour moi, oui. Elle est, si j'ai bien compris, elle est, selon moi, très bien exécutée aussi. On comprend assez vite les messages transmis. Typiquement, dans Vice Versa, on voit qu'il y en a toujours plus. Vraiment, ça s'arrête jamais. Quand on pense qu'il y en a plus, eh bien, il y a encore d'autres qui arrivent avec encore plus de vêtements. Ils sont complètement éparpillés partout. Donc, pour moi, l'aspect de la danse là-dedans, il est vraiment très bien utilisé parce que ça servait un peu à faire, à montrer que tant d'habits n'avaient pas forcément beaucoup d'importance, parce que
il y en avait qui s'amusaient à les jeter un peu partout, ils les portaient un peu n'importe comment. Enfin, donc pour moi, oui, la danse exprimait très bien cet enjeu. Voilà. Alors, je sais qu'il y a une petite controverse entre vous, Sabrina et Nolan. C'est que on est dans un registre de danse contemporaine. Et puis, Sabrina, elle est plus, moi, la danse contemporaine. C'est pas trop mon truc. Alors que Nolan pense que c'est génial. Est-ce que, Sabrina, tu pourrais déjà nous dire, toi, par rapport à ce que tu as vu, qu'est-ce qui te croche dans cette danse contemporaine? Alors, je trouve que la danse contemporaine n'est pas un mauvais style, que ce soit clair, premièrement. C'est quelque chose de bien, de génial et tout, mais c'est quelque chose que je n'accroche pas particulièrement. Par exemple, pour Lost in Connection, la danseuse, en tout cas dans la deuxième partie, avait une tenue noire, entièrement noire, et c'est tout. Et moi, c'est vrai que je suis plus dans quelque chose d'un peu plus extravagant. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de vêtements, etc. Quand c'est beaucoup plus coloré et tout. Bon, il y avait les lumières, c'est cool, mais j'aime quand c'est un petit peu plus. Et pour la chorégraphie de Vice Versa, c'est vrai que je suis plus dans un truc un peu plus classique que du contemporain, certains mouvements sont similaires, mais la réalisation, je ne sais pas exactement comment expliquer, mais la réalisation n'est pas pareille. Et disons que c'est quelque chose que j'ai de la peine à accrocher. D'accord. Donc toi, ce que tu aimes, c'est quand tu vas voir une chorégraphie ou un spectacle, c'est rentrer dans un monde où il y a beaucoup de choses, où on peut rêver, etc. Ok. Nolan, toi par contre, t'as bien aimé ça. Oui, moi de base, la danse contemporaine, j'aime beaucoup. Je pense pas que ce soit forcément mon style préféré que je danserai toute ma vie, mais je sais que c'est un style que j'aime beaucoup. Bon, là, les messages étaient quand même assez explicites, mais peut-être que dans d'autres pièces contemporaines, on aurait pu avoir plus de liberté de s'approprier un peu la signification de l'histoire. Là, pour le coup, j'ai trouvé assez clair dans les deux cas. Il n'y avait pas forcément beaucoup de quiproquos. Mais ce que j'aime surtout dans le contemporain, c'est que c'est aussi le cas d'autres styles, hein, mais ça sert à mettre en lumière des éléments complètement, entre guillemets, banals de la vie, en danse, à travers des mouvements spécifiques, à travers des attitudes spécifiques. Et puis, d'un point de vue vraiment de technique, j'aime beaucoup les mouvements qui sont plutôt fluides, qui transmettent vraiment peut-être une manière de voir les choses et qui sont... des mouvements auxquels on peut prêter beaucoup plus de signification que ce qu'on penserait à première vue. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit deux avis assez différents, peut-être un manque de rêverie et d'histoire qu'on raconte pour Sabrina. Nolan, lui, aime bien justement cette manière de dire les choses et de pointer certaines questions, parce que finalement, Raphaël Giovanola, vous n'allez pas trancher, mais qu'est-ce que vous pensez de leur avis? Parce que c'est vrai que tout le monde ne rentre pas si facilement dans ce genre de discipline. Comment vous comprenez leur point de vue? C'est seulement un avis, en fait. Et quand on présente un spectacle, c'est clair que chaque spectateur, spectatrice va interpréter quelque chose d'autre. Et à chaque fois, c'est une interprétation qui, pour moi, enrichit un petit peu ce qu'on fait. Parce que finalement, on travaille aussi pour présenter à des publics des écritures, des envies, des univers. Et puis, c'est clair que ça commence à vivre quand le spectateur, la spectatrice regarde et qu'elle donne son avis. Donc, à partir du moment... Moi, j'ai pensé que les avis n'étaient pas tellement... Ils étaient pas tellement contraires, ils étaient peut-être qu'on pourrait les assembler puis complémentaires. Oui, c'était complémentaire. J'ai pas très bien compris ce que tu disais par plus classique. Tu parlais de quoi? En fait, moi, j'aime la danse classique. Voilà. Donc c'est vrai que voilà. Okay, oui, non, du coup. Mais c'est une forme, en fait. Je pense que c'est un petit peu la danse contemporaine. Tu t'appelles Yann, c'est ça? Nolan, sorry. Ce que tu disais de la danse contemporaine, c'est exactement ça que j'adore. C'est le fait qu'on laisse de la place aux interprétations. Après,
dans la danse classique, c'est un petit peu moi ce que j'aime pas dans la danse classique. J'adore le ballet, parce que c'était ce que j'ai appris. J'adore cette forme et j'adore cette technique, mais ce que j'aime pas, c'est que c'est tout codifié. Et ce que j'aime dans la danse contemporaine, c'est que ça peut se transformer à travers les gens, les personnes qui le créent sur le moment. Et quand on travaille avec des jeunes, ce que j'aime dans ce travail avec les jeunes, c'est de voir les interprétations de ces jeunes danseurs, danseuses qui créent des choses qui leur appartiennent. Ils s'approprient ce qu'ils sont en train de présenter. Et je pense que quand c'est trop codifié, c'est plus difficile de présenter de jeunes artistes avec une force d'interprétation et une grande présence. Voilà, c'est pour ça que je trouve que la danse contemporaine, dans ce cas-là, elle est très appropriée à ce genre d'interprète. Voilà, plus laisser s'exprimer qui on est dans la danse contemporaine. Absolument, oui. Peut-être, Raphaël Giovanola, vous avez commencé par de la danse classique, j'imagine, toutes les bases, le parcours. Peut-être pour essayer de réunir nos deux pôles ici, qu'est-ce qui vous a fait balancer ? À quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, j'ai fait mes gammes, comme on dit, mes classiques, et maintenant je passe dans la danse contemporaine parce qu'il y a autre chose à faire? En fait, je voulais toujours travailler avec des chorégraphes. Ça veut dire que je voulais travailler avec quelque chose qu'on crée ensemble. J'avais pas du tout envie de réinterpréter des ballets classiques qui avaient été créés pour des autres ballerines il y a 100 ans. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait quand on crée sur le moment, ça devient du contemporain, que ça soit du néoclassique ou autre chose. Et j'avais jamais envie de rester dans l'écriture du ballet classique. J'avais toujours envie d'utiliser cette technique pour créer quelque chose à moi. Alors donc, en fait, je peux pas même me rappeler quand ça a basculé. C'était toujours cette envie. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités que de faire du ballet, peut-être de faire du jazz ou faire du Martha Graham. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités. Mais finalement, c'est que du mouvement. Ça veut dire qu'on apprend son corps, on entraîne son corps à pouvoir l'utiliser pour pouvoir exprimer des choses. Donc c'est égal ce qu'on apprend à la fin du compte. Et puis ce qu'on fait, ce qu'on crée plus tard, c'est ce qu'on a envie de créer. Mais ça veut dire que pour moi, c'est pas de la danse, c'est du mouvement. Et je préfère parler de mouvement que de parler de danse, en fait. Parce que la danse, il y a toujours une image codifiée dans la tête des gens qui, à mon avis, empoisonne un petit peu la possibilité de s'ouvrir et de voir quelque chose d'autre et de pas dire « Ah, c'est pas de la danse parce que c'est pas du ballet classique ». Donc peut-être que c'est aussi quelque chose de... c'est comme pour aller voir l'art moderne, il faut prendre du temps pour regarder ces choses. Vous avez parlé de Beckett tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé cette idée, ce qu'il avait dit sur le silence et le fait qu'en fait, au théâtre, tu penses que tu vas entendre des mots tout le temps, mais que le silence devient aussi un mot. Et ça, on peut peut-être mettre ça en parallèle avec la danse contemporaine ou des autres écritures, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Peut-être un dernier petit mot pour Sabrina, du coup. Est-ce que elle t'a peut-être pas convaincue, mais est-ce que tu comprends mieux ce qu'il y a derrière et que tu vas voir peut-être la danse contemporaine de manière différente à présent? Dans tous les cas, je ne suis pas du tout fermée à l'idée de la danse contemporaine. C'est juste que personnellement, du coup, c'est pas quelque chose que j'accroche, mais je comprends totalement ce que vous dites, je comprends votre point de vue, et c'est vrai que maintenant que j'ai ça en tête, le fait que pour vous c'est vraiment du mouvement plus qu'une danse, et que vous voulez, entre guillemets, si j'ai bien compris, ne pas être dans des règles, etc., vraiment laisser le mouvement s'exprimer plus que des pas précis, c'est juste. Et je trouve ça vraiment cool, et je me dis, si ça se trouve, dans quelques années, je ferai de la danse contemporaine, je ne sais pas. là, je suis encore à l'époque, au côté classique, peut-être. Donc, moi, je suis pas du tout fermée. C'est vrai que ça me donne envie d'aller voir plus de pièces, pour peut-être qu'un jour, je vais vraiment aimer une pièce. Donc, moi, je suis totalement ouverte à ça. Nolan, tu iras faire de la danse contemporaine avec Sabrina quand elle sera décidée? Pourquoi pas. En tout cas, merci à vous deux pour votre participation et toutes vos réflexions autour de ces deux chorégraphies. On va garder le mot de mouvement et peut-être aussi celui de création. À tout à l'heure. Radio JR. Les jeunes prennent le micro. De retour sur les ondes de Radio JR. On a parlé de danse tout à l'heure
avec Nolan et Sabrina. Et ça tombe bien, nous avions dans le public, parmi nos auditeurs et auditrices, 2 jeunes danseuses de la compagnie Cocoon Dance Junior. Il s'agit de Séraphine et de Mathilde qui veulent justement parler au micro, donc on les accueille pour exprimer ce qu'elles pensent justement de la danse et de leur rapport à cette discipline. Mathilde, tu as quel âge? 12 ans. Et Séraphine? J'ai 14 ans. 14 ans. Donc bienvenue. Merci beaucoup. Et vous deux, vous êtes danseuses. Vous avez participé au spectacle Vice Versa, dont les grands d'avant ont parlé, avec Raphaël Giovanola. Et moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, vous avez pensé quoi de la critique du spectacle par ces grands de l'ECCG? Ils ont dit juste ou bien moi, je trouve que c'était chouette comment ils arrivaient à bien exprimer eux comment ils ont trouvé la pièce et puis à nous expliquer leur point de vue. Et puis, c'était intéressant aussi d'avoir l'avis des gens, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'entendre de tout le monde ce qu'ils en ont vraiment pensé de la pièce. D'avoir des retours. Et toi, Mathilde? Alors moi, je trouve que la danse contemporaine, c'est pas un style de danse déjà que tout le monde apprécie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent des chorégraphies beaucoup plus rythmées. Et je trouve que c'était très intéressant de savoir... d'avoir des avis de gens qui n'ont peut-être pas vraiment eu l'occasion de regarder, un spectacle comme ça. Donc j'ai trouvé intéressant d'avoir leur avis. Alors la chorégraphe Raphaël Giovanola, avec qui vous travaillez, elle a bien insisté sur le fait que la danse contemporaine permettait à chacun de créer aussi à partir de ce qu'il était sa danse. Vous, alors on va vous poser la question à l'une et à l'autre. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'exprimer? Qu'est-ce que vous exprimez dans Vice Versa? Déjà, dans Vice Versa, en fait, on voulait parler d'une thématique actuelle qui est le réchauffement climatique et le gaspillage. On a plutôt choisi de parler des vêtements. Donc, au départ, on a commencé avec un défilé de mode. Parce que on porte des habits et on les jette, et on en reporte d'autres et on les jette. Et du coup, on a vraiment parlé de cette thématique-là, où par exemple, je te laisse expliquer à un moment où on a vraiment une chorégraphie très précise. Et je te laisse expliquer parce que c'est un peu ton idée. On avait, déjà, comme elle a dit Mathilde, les 2 scènes assez... importante entre guillemets qui reflétait le plus le thème. C'est la première du défilé et la deuxième c'était l'usine, nous on a appelé ça comme ça, où on est tous on va tous se retrouver à faire les mêmes mouvements en même temps et répéter. Et puis déjà nous ça nous arrive pas souvent dans les chorégraphies d'avoir comme ça quelque chose où on va être synchronisé, on va faire en même temps le même mouvement. Donc c'était assez vraiment pour la pièce qu'on a fait ça, parce que c'était par rapport aux les personnes qui travaillent dans les usines toute la journée, qui font la même chose à longueur de temps, sans pause parfois, matin et soir, pour au final presque rien gagner, juste pour leur vie. Et puis c'était ça, en tout cas pour moi, que c'était censé représenter. D'accord. Donc un mouvement répétitif pour dire justement ce rituel qui est toujours le même. Le mouvement, on en a beaucoup parlé aussi tout à l'heure. Vous avez choisi la danse. Si on parle juste du mouvement, qu'est-ce que ça vous fait dans votre tête, dans votre corps, de pouvoir bouger comme ça? Alors moi, déjà, je trouve que c'est... quand je me dis que je vais à la danse, c'est aussi un moment de liberté où je peux être avec mes amis et tout ça. Donc vraiment, le mouvement, c'est un peu ma façon de m'exprimer, qui est beaucoup plus facile que de parler, je trouve. En tout cas pour moi, il y a des gens qui arrivent plus seuls s'exprimer en parlant, et moi je suis plus dans le mouvement. Je trouve que tu te débrouilles assez bien dans les deux, si tu veux mon avis. Mais je comprends très bien. Et toi, Séraphine? Déjà, le mouvement, c'est la vie. C'est pas que la danse, pour moi. S'il n'y avait pas de mouvement dans la vie, ce serait pas la vie. Et avec le mouvement,
dans la danse, on s'en sert justement, on se sert des deux pour raconter une histoire ou faire passer un message ou pour que les gens justement ils puissent interpréter eux-mêmes ce qu'ils voient. Et c'est vraiment important. Ouais, le mouvement, c'est la vie. Je crois que c'est très bien pour terminer cette petite chronique. Hein ? Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Séraphine. Merci et beaucoup. Puis à une prochaine fois. Merci. Merci. Des machines, Du rythme, des artistes, c'est l'instant électro. Des machines, du rythme, l'instant électro. On change un peu de registre pour ce retour sur Radio JR avec autour de cette table Blanca, Zoé, Dany qui sont toujours étudiants à l'ECCG de Martigny en section théâtre, et puis Franco Mento qui nous a aussi rejoint puisqu'il est l'auteur et le créateur de cette partie électro du spectacle. Donc on va peut-être commencer, bonjour à tout le monde. Bonjour. On va peut-être commencer par Dany qui a fait un travail d'écriture précis puisqu'il a fait une petite chronique sur ce spectacle qu'il a vu mercredi soir, Concert Writing. On t'écoute, Dany. Alors, mercredi soir, le 30 avril 2025, le théâtre du Crocheton à Montaix a vibré au rythme de la jeunesse et de la créativité, grâce au concert des ateliers Songwriting JR et JR Music Prod. Deux univers, deux approches, mais une même passion pour la musique. Dirigés par Alice Torrent, les jeunes du projet Songwriting JR ont présenté des morceaux entièrement conçus par eux-mêmes, de l'idée de départ jusqu'à l'interprétation finale. Ce qui frappe, c'est à quel point chaque chanson reflétait une histoire personnelle. Certains débutaient tout juste, d'autres avaient déjà un bon bagage, mais tous ont livré une prestation sincère et touchante. Le morceau collectif, fruit d'un vrai travail de groupe, a parfaitement incarné l'esprit d'entraide et de partage cultivé tout au long de l'année. La seconde partie du concert, portée par JR Music Prod, sous la direction de Franco Mento, qui se trouve à ma droite, a fait basculer l'ambiance dans une toute autre énergie. Au programme, vinyle, platine, pad électronique et finger drumming. Là encore, les jeunes ont fait preuve d'une étonnante maîtrise technique et d'une belle complicité scénique. L'échange entre eux donnait à la performance un caractère vivant, spontané et moderne. Mon ressenti,
Un vrai coup de cœur. Ces jeunes artistes ont déjà acquis un très bon niveau dans leur domaine respectif et leur créativité est plus que prometteuse. J'ai été très impressionné autant par la qualité des compositions que par la présence sur scène. Un conseil, ne manquez pas les prochains événements des ateliers Songwriting JR et JR Music Prod. Ces projets méritent toute notre attention. Magnifique. Je crois qu'on va tout de suite donner le micro à Franco pour qu'il puisse réagir. Merci beaucoup. Dis donc, je m'attendais pas à ça. Waouh. Que dire. Effectivement, on est un groupe qui travaillant justement cette année, on avait pris le thème du vinyle et du old school, on va dire. Et du coup, on a essayé de mélanger un peu tous les styles, on va dire, dans la musique électronique, autant le hip-hop enfin, on va dire la techno, enfin, on va dire du hip-hop à la techno. Et en utilisant des vieilles techniques. Donc en fait, ils ont joué tous sans synchronisation, contrairement à ces nouvelles techniques maintenant où tout est synchronisé. Et voilà, donc enfin, ils sont juste incroyables. Comment ils ont pu accaparer ces instruments en sachant qu'ils n'ont jamais touché d'instrument avant ça. Donc c'était assez fou, quoi. Ouais. Merci. On va peut-être donner la parole à Zoé, qui a vu aussi le spectacle. Donc là, on a parlé de musique électro, un peu plus avec Franco. Il y avait aussi toute une partie qui était en lien avec la création de chansons. Et toi, tu m'as dit que tu avais été très touchée par ces textes et ces musiques. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais vraiment hâte d'aller voir cette partie du concert, l'autre aussi évidemment, mais parce que je savais qu'il y avait cet atelier et que je trouvais ça vraiment cool d'offrir la possibilité aux jeunes de composer complètement des chansons, même s'ils n'avaient pas forcément de l'expérience en musique. Et donc, il y avait plusieurs chansons. Il y en avait des en solo, en duo et en groupe. Et il y en avait certains qui se faisaient accompagner par Alice Torrent au piano. Autrement, ils faisaient aussi avec de la guitare et du piano par eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça m'a beaucoup touchée. Ça se voyait que leur musique qu'ils avaient composée, ça leur parlait personnellement. C'était des sujets qu'ils comprenaient et qui les touchaient. Et ça m'a vraiment touché droit au cœur aussi. J'ai trouvé qu'ils étaient très talentueux et que leur musique était très belle. Très belle musique, très talentueux. Ça tombe bien puisque ça se joue encore ce soir à 21h. Blanca, qui n'était pas là mercredi, du coup, qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus sur ces deux concerts de songwriting et électro? Excuse-moi. Pas de problème. De mon côté, ce qui m'intrigue énormément, c'est que les deux, à être intervenus, nous ont parlé des textes et que c'était des textes personnels. Et du coup, je voudrais savoir lequel de ces textes vous a le plus touché et pourquoi. Est-ce que ça fait écho à votre vécu ou pourquoi ça vous touche personnellement? Qu'est-ce qui a fait que ces chansons vous en parlent? Alors moi, par exemple, il y en a un qui a créé une musique dédicacée à ses petites sœurs. Et franchement, j'ai été très touché. Le texte était vraiment très sincère, très émouvant. Et j'ai particulièrement apprécié, ça m'a particulièrement touché. Zoé? Moi, il y a la première musique qui a été chantée par une fille toute seule, accompagnée au piano. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça se voyait que c'était très introspectif. Ça parlait d'elle et en partie de son mal-être, j'ai l'impression, par rapport à elle-même. Et c'était vraiment très touchant. On voyait qu'elle s'est ouverte à nous. Et je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Et c'était très bien réussi. Merci. Tu as d'autres questions, Blanca? Alors, j'aurais une autre question par rapport aux parties électro, surtout. Vous avez mentionné justement le fait qu'il y avait des gens de tout niveau, donc des gens qui venaient de commencer et des gens un peu plus expérimentés dans le domaine. Est-ce que ce décalage était vraiment beaucoup visible ou c'était quand même quelque chose d'assez uniforme et on voyait pas tellement les débutants des experts? Alors, personnellement, j'ai pas trop remarqué, surtout qu'ils jouaient pas mal ensemble. Durant la partie électro, il y avait par exemple le finger drumming qui jouait en même temps que celui au platine. Donc en fin de compte, ça se remarquait pas trop la différence de niveau. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bon niveau pour passer. Étant moi-même DJ, je sais à quel point c'est compliqué de mixer. Et franchement, j'étais étonné par leur capacité à mixer, quoi. Moi, j'ai une petite question. Oui, Franco, tu veux t'exprimer, vas-y. J'aurais voulu juste t'expliquer au fait comment ça fonctionnait. C'est que
il y en a 2 qui étaient là l'année passée déjà et qui ont pu toucher des instruments de ce genre. Les autres l'ont jamais fait avant. Et puis l'idée, c'était vraiment de décomposer certaines musiques qu'on connaît. Par exemple, on a un titre de Gorillaz, par exemple, et lequel on a en fait passé dans une IA pour enlever, pour séparer les pistes, on va dire. Et puis, une personne va jouer les pistes, on va dire digitales, sur un système de DJ digital. L'autre va créer les scratchs et les voix sur le vinyle, et une autre personne va créer les rythmes sur le sur les pads. Et puis en fait, justement, c'est là où ça devient intéressant, puis où il n'y a pas de barrière entre, on va dire, je sais faire ou je sais pas faire. C'est c'est un groupe qui joue ensemble et puis qui s'écoute. Et puis le travail, il est vraiment là. C'est un truc où on se dit, je suis pas seul devant mon ordi ou devant ma machine. Je dois écouter ce qui se passe et chez un et chez l'autre. Du coup, c'est aussi en grande partie un travail de collaboration, pas seulement un travail de développement musical. C'est presque, c'est obligé de collaborer là-dedans, parce que sinon, si tu es tout seul avec ton pad et que tu écoutes pas ce que tes copains à côté font, ça marche pas. Je profite que tu aies le micro. Moi, j'ai une petite question aussi. On a parlé de... Zoé disait, dans l'écriture de chansons, il y a cette idée aussi d'exprimer de soi-même, de sortir un peu une catharsis, de faire sortir ces mots. Est-ce que, sans mots, mais dans la musique électronique, tu as l'impression aussi qu'il y a l'expression d'un jardin intérieur? Je pense, oui, clairement. Ouais. D'où les styles musicaux, on va dire, différents. Parce que énergie différente, sensations différentes. Après, par exemple, à mon niveau personnel, où je me dis, j'essaye toujours de travailler au niveau des sensations physiques avec le son quand je fais mes projets. Voilà, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, donc forcément il y a une forme d'expression, il y a une forme de voilà, on a envie de sortir des trucs, quoi. Donc la musique comme moyen d'expression, comme le théâtre, comme la danse, en fait, on est toujours là-dedans. Dany, tu voulais rajouter quelque chose? Ah, j'ai cru que tes yeux étaient en train de me parler, mais je me suis trompée. Alors, moi, ce que j'aimerais faire là, c'est déjà remercier. On rappelle que ces spectacles ont lieu encore aujourd'hui. D'accord. Donc, la fourberie des Scapins, c'est à 17h30. Fin de partie de Samuel Beckett, c'est à 15h30. Concert songwriting, 21h, suivi d'une fête, on imagine, avec de la musique. Exactement, voilà. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission, à commencer par les jeunes de l'ECCG de Martigny, Option Théâtre, qui ont vraiment fait un gros boulot d'observation, de réflexion, d'écriture. Donc, des grands bravos pour Blanca, Zoé, Dany. Tout à l'heure, on avait Sabrina et Nolan. Et tout au début, Félix, Baptiste et Liam. On remercie également Raphaël Giovanola et Franco Mento qui sont venus au pied levé derrière notre micro. Un grand merci à Kelly Lambiel qui a encadré ces jeunes et qui les a préparés à faire ces chroniques et ces critiques de spectacle. Et un grand merci à notre chef technicien et chef radio tout court, Mathias. Petite information, les jeunes de l'ECCG Martigny se produiront aussi aux Alambics. Qui peut me dire quand, comment? Alors, c'est les 8 et 9 mai prochains à 19h. On joue L'écume des jours de Boris Vian, une adaptation théâtre, en pièce de théâtre. Il y a aussi de la danse, de la musique et du chant. Donc, venez nombreux, ça va être super. Merci beaucoup, à bientôt sur JR Radio. C'était Radio JR, à demain pour de nouvelles ondes créatives.